Succès Massara, le leader de l'opposition tchadienne, vient d'accepter de conduire le destin des Tchadiens en tant que premier ministre de l'ère Idriss Déby fils. Et donc, sur la toile, c'est en train de faire de gros bruits et les gens se demandent. Tous des gens qui sont morts au Tchad parce qu'ils étaient en train de s'opposer à la forfaiture de l'alternance par voie ombilicale ou bien par voie de père à fils pour dire court, eh bien, se seront sacrifiés gratuitement. Si tout ça, c'était pour permettre à un homme d'améliorer sa situation de vie sociale. Alors, cela me plonge dans un débat que j'ai eu hier, j'ai commencé à voir hier, sur le martyr. Il y a plusieurs militants du MNC actuellement dans les geôles de la dictature reptilienne de M. Biya, et il y en a beaucoup qui sont également sortis. Lorsqu'on voit tous ces jeunes qui ont sacrifié une période de leur vie, ou bien qui sont en train de sacrifier une période de leur vie, privés de tous leurs droits, on a envie de se demander à un moment donné, est-ce qu'ils ont besoin de compensation? Lorsque j'ai posé cette question hier, on m'a renvoyé dans les années 90 avec les gens qui sont tombés à Bamenda, à Tarikon, lorsqu'ils étaient en train de se lever pour soutenir la libération, bien le multipartisme par le leader John Fundi. Et depuis là, on a connu beaucoup de grèves, beaucoup de dissensions, on a connu beaucoup de persécutions sur les acteurs de la scène politique qui œuvraient pour la liberté d'expression, qui œuvraient du moins pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, qui ont opté s'opposer à l'ordre dirigeante de Yaoundé. Et tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont besoin d'être reconnus par leur formation, par les idéologies dont ils étaient en train de se battre, ou alors ils ont fait cela pour la satisfaction de leur état d'esprit? Ça devient difficile. Dans le MNC actuellement, quel est le statut de tous les prisonniers politiques? Est-ce qu'ils ont un statut particulier comme les anglophones aujourd'hui au Cameroun ont un statut particulier? Est-ce qu'ils auront un statut particulier? C'est la question qui se pose lorsqu'on voit Succès Massara prendre une telle décision de rejoindre le gouvernement d'Idriss Déby fils. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi ça met beaucoup de personnes mal à l'aise. Et cela traduit en quelque sorte le malaise africain ou alors la difficulté en ce qui est de faire la politique en Afrique. Mais je vais vous dire, elle n'est pas propre à l'Afrique. Toutes les civilisations que vous voyez en Occident ont connu leurs difficultés. Tous, sans exception. Pour qu'un peuple puisse se libérer, il y a des luttes qui s'opèrent. Et dans les luttes, il y a forcément des dégâts, des collatéraux. Et malheureusement, la vie humaine en est l'un de ces collatéraux-là qui est toujours mis en jeu pour l'évolution de la démocratie. Elle est peut-être sanglante, elle est peut-être difficile à considérer qu'on peut amener les hommes à l'abattoir pour l'évolution de la démocratie, mais pourtant elle est réelle. Oui, on aurait souhaité que Succès Massara n'accepte pas et continue à résister l'ordre gouvernante. Ben, j'entends ici et là une voix un peu plus souple qui nous parle de état de service. Aujourd'hui, quand on présente certains leaders, on veut savoir ce qu'ils ont fait par le passé. Alors, quand certains me présentaient Succès Massara, on disait qu'il est quitté de la BAT. Il était un financier accompli. Et puis, qu'on ne fait pas la politique avec le ventre vide. Que voilà, c'est parce qu'il a accompli sa vie qu'il s'est dit non, je peux maintenant aider ma population. Mais comment comprendre que lorsqu'on se confrontait déjà avec cette façon de voir la chose, qu'il décide finalement de rejoindre le gouvernement Idriss Déby fils? Ça veut dire que la réforme constitutionnelle qui a eu lieu il n'y a pas longtemps au Tchad est maintenant adoptée par la fraction de Succès Massara. Il n'y a pas longtemps, il avait écrit une lettre à son vice leader qui a assumé les fonctions du leadership de leur formation politique lorsqu'il était en exil, en lui disant en quelque sorte qu'il comprend que la pression des gouvernements l'ont obligé finalement à rejoindre l'ordre dirigeant et donc à trahir la mission dont il s'était dit. Il revient dans les détails en lui expliquant comment il est le seul à connaître toute sa vie. Il était le seul qui pouvait toquer sa porte à 2 heures de temps et qui lui laisse entrer. Un certain nombre de témoignages pour lui dire qu'il ne l'en veut pas. À cette époque-là, on était loin de s'imaginer que lui-même, il devait suivre le pas. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut te nommer Premier ministre, comme c'est le cas, et que 6 mois après, ou alors 1 an, on te démet de ces fonctions-là et t'accuse un peu comme c'est le cas
Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro. Si jamais ce qui arrive à Guillaume Soro aujourd'hui arrivait à Succès Masara après 6 mois, après 12 mois, est-ce qu'il va revenir encore demander la légitimité au même peuple comme Guillaume Soro est en train de le faire? Je pense que l'histoire politique africaine nous renseigne un peu plus chaque jour. Comme quoi, il n'y a pas de formule magique lorsqu'on est en politique de dire celui qui est mieux placé pour porter les aspirations du peuple. Parce qu'on ne sait jamais quelle est la détournation qu'il peut prendre à un moment donné. Si jusqu'à aujourd'hui Nelson Mandela est célébré, c'est parce qu'au moment où il fallait faire croire au peuple qu'il ne le trahira jamais, eh bien, il a juste fait ce que personne ne peut faire, ou alors très peu ont pu faire. Quitter la mangeoire et donner la chance à la démocratie d'exister. Pourrais-vous souhaiter que Succès Masara fasse? Qu'il n'accepte pas ce poste de Premier ministre, qu'il reste dans la résistance en comptant que le peuple va l'amener au pouvoir? Si vous répondez par l'affirmatif, on va vous demander qu'est-ce qui est devenu John Fundi au Cameroun. Est-ce qu'il fut proposé quelques positions dans le gouvernement après le succès volé de 92? Est-ce qu'il avait dit non? L'histoire tout de même nous renseigne qu'il avait gagné les élections, il était assigné à domicile, il y avait ville morte et que par la suite il a boycotté les prochaines élections. Voilà ce que l'histoire nous renseigne. Mais l'histoire également nous dit que dans les dernières heures, parce que le SDF aujourd'hui a une trentaine d'années sur la scène politique camerounaise et se revendique sans tort le droit d'avoir amené la démocratie au Cameroun, eh bien, il semblerait qu'ils étaient au gros regret. La preuve en est qu'ils ont accepté une nomination venant de RDPC pour avoir un sénateur, alors que le RDPC avait raflé tous les sièges des sénateurs dans un pays qui s'était démocratique. Cette façon d'asservir l'opposition, de leur sock and dry, comme l'anglophone va dire, jusqu'à ce qu'ils sont obligés, pour leur propre suivi, d'accepter les miettes. Est-ce que ce n'est pas ce qui a finalement motivé Succès Masara du Tchad d'accepter ce poste de Premier ministre? Je pense que loin des débats émotifs et les vœux, les promesses, comme ce que le professeur Maurice Kamto a fait en disant aux Camerounais « Je ne vous trahirai jamais », n'engage finalement que ceux qui croient. Parce que les hommes, c'est finalement après leur vie qu'on peut être capable de mesurer l'auteur de leur sacrifice. Lorsqu'ils sont en vie, ils peuvent toujours prendre des décisions qui seront incomprises. Voilà pourquoi, à l'époque des philosophes, on n'encourageait jamais à quelqu'un qui aspire le leadership de se marier ou alors d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que lorsque les émotions commencent à se mélanger, lorsque les responsabilités alimentaires commencent à faire du pressing, eh bien, les idéologies commencent à s'émietter. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, on part avoir certains chefs de l'opposition, avoir 1, 2, 3, 4 femmes, avoir 5, 10, 15 enfants. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'attention de la masse qu'on veut guider lorsqu'on a autant de responsabilités. À un moment donné, on risque de leur tromper. Vous allez me poser l'argument de savoir pourquoi Nelson Mandela avec beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Eh bien, j'ai tout simplement voulu vous citer ce que les philosophes de l'époque pensaient. Les temps changent, les perspectives changent, les pays changent. Mais les hommes n'ont pas beaucoup changé. Les hommes n'ont pas beaucoup changé. C'est pourquoi quand vous entrez dans la vie de Gandhi, de Nelson Mandela, de Malcolm X, de tous ces leaders révolutionnaires que la vie a connus, eh bien, leur plan social, leur plan matrimonial n'est pas aussi réjouissant que leur capacité de tenir à leurs idéologies. Dans l'écrit de leur histoire, on fait sciemment de ne montrer le plus souvent que ce qui est positif, que l'aspect de résistance, eh bien, qui sert à galvaniser et à maintenir les foules. Donc, aujourd'hui, c'est Succès Masara. Hier, on critiquait John Fundi d'avoir pris cette décision. Dans le temps de la Renaissance, la grosse question auquel on fait face en ce moment, c'est de savoir jusqu'où est-ce que Maurice Kamto doit tenir
dans sa promesse. Je ne vous trahirai jamais. J'attends lire ce que vous pensez des jours lendemain, surtout qu'on est à l'horizon 2025 et on vient de suivre les discours à la nation de Maurice Kamto. Moi, j'y crois. Je continue à croire. Que pensez-vous? À très bientôt pour un autre numéro d'ici à la. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.